Invisible depuis l'espace, presque introuvable sur les images satellites, ce pays produit pourtant des missiles capables de parcourir des milliers de kilomètres. Son véritable complexe militaire ne se trouve pas à la surface, mais sous des montagnes de granit, où un immense réseau souterrain défie depuis des décennies les capacités de renseignement les plus avancées. Si vous aimez ce type d'enquête, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour soutenir notre travail. Pour comprendre cette stratégie hors norme, il faut revenir à la fin de la guerre de Corée. En 1953, les combats cessent, mais aucun traité de paix n'est signé. Techniquement, le conflit n'a jamais pris fin. Seul un cessez-le-feu sépare encore aujourd'hui les deux Corées. Cette réalité a profondément façonné la doctrine militaire de Pyongyang. Durant la guerre, les bombardements aériens américains détruisent une grande partie des villes, des infrastructures industrielles et des barrages du Nord. Une conclusion s'impose alors aux dirigeants nord-coréens. Tout ce qui reste exposé en surface peut être détruit. Pour survivre à un futur conflit, les installations vitales devront disparaître sous terre. Cette vision s'intègre progressivement à la doctrine d'autosuffisance du régime. L'objectif est simple: produire soi-même l'énergie, les équipements militaires, les munitions et les missiles, sans dépendre de fournisseurs étrangers susceptibles d'être bloqués par les sanctions internationales. La montagne devient alors un immense bouclier naturel. La géographie du pays favorise cette ambition. Près de 4/5 du territoire sont couverts de montagnes et de hauts plateaux constitués en grande partie de granit, une roche particulièrement solide. Ce relief offre des conditions idéales pour creuser des galeries profondes capables de résister aux bombardements les plus violents. Dès le milieu des années 1950, d'importants travaux commencent. Sans équipements modernes comparables à ceux des grandes puissances industrielles, des milliers de soldats, d'ingénieurs et d'ouvriers percent la roche à l'aide d'explosifs, de foreuses et d'un travail continu qui s'étendra sur plusieurs décennies. Certaines installations souterraines de production de munitions sont opérationnelles seulement quelques années après la fin de la guerre, preuve que cette stratégie est rapidement devenue une priorité nationale. Au fil des décennies, ce réseau prend une ampleur considérable. Les services de renseignement étrangers estiment qu'il pourrait compter plusieurs milliers d'installations souterraines. Aucun chiffre précis ne fait consensus. C'est précisément ce flou qui constitue l'une des principales forces du dispositif. Personne ne connaît réellement son étendue. Dans les années 1970, plusieurs tunnels traversant la zone démilitarisée sont découverts sous la frontière séparant les deux Corées. Leur taille est telle qu'ils auraient pu permettre le passage rapide d'importants contingents militaires. 4 d'entre eux ont été officiellement identifiés, mais nul ne peut affirmer combien d'autres demeurent encore inconnus. Les rares images diffusées par les autorités nord-coréennes offrent un aperçu saisissant de ces infrastructures. Derrière une entrée discrète creusée dans le flanc d'une montagne se cache parfois un véritable complexe industriel. Les galeries débouchent sur des ateliers équipés de sols en béton, d'éclairage industriel, de ponts roulants, de grues et de systèmes de transport capables de déplacer des charges extrêmement lourdes. C'est dans ces espaces protégés que seraient assemblés différents systèmes de missiles. Les installations comprennent également des zones de stockage, des générateurs électriques autonomes, des systèmes sophistiqués de ventilation, ainsi que des réserves permettant aux équipes de poursuivre leur activité pendant de longues périodes, même si les infrastructures de surface étaient détruites. Cette architecture souterraine répond avant tout à une logique de survie stratégique. Les bombes dites anti-bunkers, conçues pour pénétrer profondément dans le sol avant d'exploser, possèdent néanmoins des limites physiques. Lorsque certaines installations sont enfouies sous plusieurs centaines de mètres de roches granitiques, leur destruction devient beaucoup plus complexe. Même les armées disposant des moyens technologiques les plus avancés se heurtent alors à un défi considérable. Mais la profondeur n'est pas le seul obstacle. Encore faut-il localiser précisément la cible. Les entrées des tunnels sont nombreuses, parfois dissimulées, parfois factices, parfois abandonnées volontairement pour tromper les systèmes de surveillance. Détruire quelques accès ne garantit en rien la neutralisation du complexe, car d'autres ouvertures peuvent demeurer totalement inconnues. À cette protection physique s'ajoute une autre composante essentielle, la volonté de produire localement le maximum d'équipements militaires. Le programme balistique nord-coréen s'est notamment développé à partir de missiles soviétiques acquis par le passé, puis minutieusement étudiés, démontés et reproduits. Cette démarche d'ingénierie inverse a progressivement permis au pays de développer ses propres capacités de fabrication et d'amélioration. Aujourd'hui, ce gigantesque réseau souterrain demeure l'un des aspects les plus énigmatiques de l'appareil militaire nord-coréen. Invisible depuis l'extérieur, difficile à cartographier et conçu pour fonctionner même sous les bombardements, il illustre une stratégie bâtie pendant plus de 7 décennies. Faire de la montagne non seulement une forteresse, mais également une immense usine capable de poursuivre sa production.